un mère pour père alors qu'on a déjà une paire de pères, eh bien laissez-moi vous dire qu'une telle confusion des genres explique que certains de mes confrères se retrouvent un jour à présenter la chance aux chansons. Vous voyez ce à quoi j'ai échappé. Cela dit, je vous parlais de confrères, et vous noterez au passage que si mon père avait exercé son activité à l'époque où moi je démarrais la mienne, bien que père et fils, nous aurions été confrères. Oui. Et nous n'aurions pas été les seuls, puisqu'au jour où je vous parle, tel est le cas de Léon Zitrone et de son fils Philippe, qui, tout le monde le sait, sont aussi confrères l'un que l'autre. Non, pour éviter un tel pataquès, j'ai attendu, comme dit la Marseillaise, pour entrer dans la carrière que mes aînés en fussent sortis, même si, à ma connaissance, mon père n'entretint jamais de relations sodomites avec Jean-Claude Garrière, et bien qu'il partage le même éditeur que Jean-Pierre Coff. Et je crois avoir eu raison d'attendre, ne fût-ce que pour mieux m'inspirer de son exemple. Car si je me fais aujourd'hui le défenseur de cette indépendance d'esprit et de cette liberté de ton dont toujours il fut l'un des héros, au sourire si doux, dois-je le souligner, oui, si aujourd'hui j'apparais à mon tour comme l'avocat de ce genre de tempérament, avocat comme l'est d'ailleurs son frère, mon oncle Louis, exerçant, je le rappelle, au 20 rue du Languedoc. L'adresse va apparaître. 31 Toulouse. 31 000 Toulouse. Voilà, c'est ça. Voilà. Louis de Caunes. Louis de Caunes, 20 rue du Languedoc, 31 000 Toulouse. Frère, ça, oui, c'est tout simplement parce que j'éprouve la légitime fierté du rejeton cadet de Démis Rousseau, observant son géniteur s'éloigner de liane en liane dans le soleil couchant. Oui, je l'éprouve, cette fierté, à être le fils de ce père-là. Merci Antoine. Je crois que vous avez toutes les raisons d'être fier. Je ne suis pas sûr que votre père soit fier de ce que vous venez de faire là. Dans ce papier, il y a deux ennemis qui ressortent. Mon deuxième frère de Bordeaux, qui est avocat également et qui n'est jamais cité. C'est un peu gênant. Je n'ai pas son adresse. Ah, tu n'as pas son adresse, mais enfin, je peux te la donner. Mais votre père était déjà avocat. Mon père était avocat, je suis avocat moi-même. Nous sommes tous avocats, nous défendons les autres et nous nous défendons pas mal à l'occasion. Non, vous n'êtes pas avocat. Je suis avocat, je suis licencié en droit, donc j'ai été avocat stagiaire. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah, je croyais que vous aviez toujours été journaliste. Mais c'est pas incompatible. On peut avoir fait le droit et être journaliste. Oui. Voyons, réfléchissons. Oui, je vais voir si je peux être avocat aussi. Oui. Le deuxième ennui, c'est que je me considère comme le fils spirituel de Frédéric Dard. Donc ça complique beaucoup ta généalogie. Oui. Parce qu'à une époque, Frédéric voulait que je sois San Antonio. Donc à ce titre-là, j'étais son fils. Et si tu es également le fils de Frédéric Dard, quels sont nos rapports personnels? Que sommes-nous l'un pour l'autre? C'est pas loin d'être sodomite tout ça. Oui, je vous en prie, enfin. Ça fera l'objet d'un post-scriptum. Faut que j'aille voir qui c'est sodomite d'ailleurs dans le dictionnaire. Allons-y, Duncan. Toute l'actualité avec Annie Lemoine, eh bien cette fois ça y est, le gouvernement entend décourager les fumeurs. Oui, alors rappelons le chiffre qui tue. Tabac et alcool font 110 000 morts par an en France, 2 morts sur 10, hein, c'est la cause de décès sur 10. La déclaration ce matin de François Mitterrand, Conseil des ministres, non à l'autodestruction de nos concitoyens. Les mesures prises, le 1er janvier 91, le prix des cigarettes va augmenter de 15%. Le 1er janvier 93, la publicité sur le tabac sera totalement interdite. Pour ce qui est de l'alcool, la publicité sera à terme, sûrement en 93, réservée à la presse écrite pour adultes. Oui. Oui, vous fumez? Non, je fume pas, et c'est pas parce que le prix du tabac a augmenté que je fume pas. Je fume pas pour des raisons d'hygiène personnelle, mais je suis pas sûr que ces mesures dissuasives soient très efficaces. Les gens qui ont les moyens, ils s'achèteront autant de cigarettes. Mais même quand ils n'ont pas les moyens, dans les pays de l'Est, je ne prêche pas du tout pour le tabac, mais dans les pays de l'Est où il n'y a pas de pub, et où ils n'ont pas toujours les moyens, ils comptent parmi les plus gros fumeurs du monde. Puis le malentendu, c'est que la fumée profite à l'État. Oui, en plus. Enfin, à en croire Est-ce qu'on peut vraiment penser que la hausse des tarifs, justement, d'après les experts, ça va changer les habitudes? Écoutez, à en croire les fabricants de cigarettes qui ce soir protestent contre cette mesure, oui, ils estiment que les ventes devraient baisser de 10%. Le mieux, c'est d'écouter les fumeurs, interrogés par Luc Herman. On vous voit fumer. À votre avis, cette augmentation des cigarettes, ça vous fait peur? Un petit peu. Parce que je me demande vraiment à quoi ça va servir. Je pense pas que ce soit le moyen d'empêcher les gens de fumer. Ils s'en foutent les gens de payer la cigarette. Moi, qu'elles augmentent ou qu'elles augmentent pas, si elles sont vraiment trop chères, bon bah j'arrête d'en acheter. Je fume et toute augmentation me gênera par rapport à ça. Mais je continuerai quand même à fumer parce que bon, bah, je n'ai pas la volonté de m'arrêter. Quand on disait le prix de l'essence augmente, ça n'empêche pas les gens de rouler non plus. Alors les fumeurs, c'est dans leur peau. S'ils ont envie de fumer, le prix des cigarettes ne les empêchera pas de fumer. Je fume très peu. Eh oui, c'est ça. Donc, coup de règle sur les doigts des jaunis des fumeurs et coup de règle aussi du président Mitterrand sur les doigts des ministres.
Et oui, François Mitterrand part en guerre contre l'absentéisme au Parlement. Il faut, dit-il, que les ministres soient plus assidus sous peine d'être exclus du gouvernement. Et hop, plus de portefeuille. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La prochaine session parlementaire, il faut le dire, ouvre lundi. Alors remontrant ce qui font bien sûr plaisir au président de l'Assemblée, qui n'est autre que Laurent Fabius, mais aussi à Michel Rocard, qui a dit « J'ai souhaité cette mise en garde ». En Conseil des ministres aussi ce matin, projet de loi permettant à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel s'il conteste des dispositions de loi qui mettent en cause ses droits fondamentaux. Et puis, rappelez l'échec hier des négociations dans la fonction publique. Le gouvernement s'en tient à une hausse de 0,76% le 1er janvier 90 et les syndicats demandent 1,7%. La Lituanie, le calme? Oui, mais aujourd'hui, a remarqué quand même cette déclaration du général Atchalov, qui est le commandant des troupes parachutistes soviétiques. Il proteste et il dénonce ce qu'il appelle les provocations de jeunes voyous des Lituaniens qui s'attaquent à des militaires pour, dit-il, les obliger à tirer. Une journée calme à Vilnius, dont on voit les images en ce moment. Et puis au sud Liban, dans un village situé dans la zone de sécurité qui est occupée par Israël, un Américain d'une 50aine d'années, William Bell Robinson, s'est fait tuer hier soir. Il s'occupait depuis 5 ans d'un foyer d'enfants inadaptés. Et le Front de la résistance nationale libanaise a revendiqué cet assassinat. On lui reproche d'avoir participé à l'implantation de familles juives dans cette zone. On revient en France avec un sondage. Sondage BE à Paris Match qui montre qu'en mars, il y a eu progression du Front National et des écologistes. S'il y avait des législatives dimanche prochain, le Front National ferait 12,5% des voix et les écologistes feraient 14%. La mort d'Henri Fisbin, ancien membre du comité central du Parti communiste, qui était passé au PS il y a 1 an et demi, il avait 59 ans. La bourse, aujourd'hui, était en baisse de 0,34%. Et puis des ennuis pour le dirigeant de l'équipe de France, non, de l'équipe de football, de Toulon, Roland Courbis, qui est en garde à vue. On s'intéresse aux sommes folles qu'il a ramassées dans les casinos de la Côte d'Azur récemment. Ancien grand joueur, Courbis. L'équipe de France de football jouait cet après-midi? Eh bien oui, je vous rassure, Platini portait son impair et la France a gagné. Car dans votre carrière, vous avez été aussi directeur du service des sports de TF1. J'ai été joueur de football aussi au polymusclé intermittent. J'en conserve un souvenir ému. J'ai été responsable des sports et de TF1 également. Oui. On va retrouver Georges Decaune tout au long de cette soirée. Merci Annie. La météo d'abord avec Alexandra. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Attention, c'est sous l'œil d'un grand journaliste. Allez-y, Alexandra. Je vais faire de mon mieux alors. Une journée qui s'annonce bien puisque sous le signe de la grisaille. Et tout ça à cause de qui? Je vous le donne en mille. Eh bien de 2 dépressions. Tiens, l'une, on va la voir tout de suite. Et sur la Grande-Bretagne, l'autre sur l'Italie, responsable de tous les nuages et même de la pluie à l'est. Si. Alors, l'anticyclone, il est là et il va très bien. Il se promène sur l'Atlantique et le sort de la France, lui, ne l'intéresse pas le moins du monde. Alors, demain matin, globalement, on peut le dire, c'est plutôt maussade ou variable, comme vous voudrez, avec des brouillards locaux sur la région parisienne, la Champagne, le Nord Picardie, de la pluie également à l'est, et enfin des éclaircies sur la Côte d'Azur, et ce, grâce à un Mistral qui soufflera avec des pointes qui pourront aller jusque 70 km/h. Demain après-midi, des éclaircies pour la Normandie et les Pays de Loire, un ciel variable pour la Bretagne, le Poitou, le Centre, le Limousin, le Nord Picardie, la région parisienne, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et la Côte d'Azur. Pour les autres, enfin ceux qui restent, eh bien des nuages et de la pluie sous forme de bruine, de pluie forte, particulièrement sur la région Rhône-Alpes. Les températures s'échelonneront demain après-midi à l'ombre, évidemment, entre 7 degrés à Strasbourg, 17 à Marseille, et tout ça à cause d'un vent du nord qui souffle à l'intérieur des terres, vous savez tout. Merci à Alexandra. C'était bien. C'était bien? Oui. Je peux revenir? Avec Georges Decaune, donc vous m'avez un peu refroidi. Je vais dire une petite chose. Oui. La météo, c'est très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est la tête d'Alexandra. Oui. Le reste, on s'en fout. C'est le seul mais le temps qu'il fait, il a l'importance. C'est le seul remède qu'on ait trouvé contre les dépressions. Oui, mais non, je regarde toujours la tête des dames qui font la météo et je me contrebalance de la météo. Bon, de toute façon, il pleuvra demain et le beau temps, c'est la pluie finalement. On attend impatiemment qu'il se mette à pleuvoir. Je vous offre une... Même encore à La Rochelle? Partout, oui. Il y a une sécheresse à travers la France. Ça continue. Oui. C'est pas le problème des Parisiens, parce qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Paris, on s'en fout. On sait même pas. Dans les villes en général. On ne sait pas que c'est le printemps à Paris. Il faut aller à la campagne un petit peu pour voir le bouleversement de la nature. C'est pour ça que vous avez choisi d'habiter définitivement. Ah oui. Et c'est pour ça que quand je faisais le journal télévisé, c'était un peu bête de dire ça, mais le 21 mars, mon événement essentiel, c'était le printemps. Je dis, c'est une révolution dans l'hémisphère nord. Je pense aux pays scandinaves où on va pointer un peu la lumière. C'est une information, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. On parlera du Grand Nord tout à l'heure, parce que je sais que c'est une de vos passions. Bonaldi. J'arrive, si elle démarre. Alors là, on vous attend, on a vu le titre tout à l'heure. Attendez. Merde. Ça y est, ça marche.
Attendez, je recommence. Oui. Parce qu'elle est un peu froide. C'est une patinette à moteur. Ouais, Elle on est a compris, importée. oui. Vous n'avez pas une pente dans la maison? Allez, allez. Ça y est, ça démarre. Elle est chaude, là. Le gros progrès avec la pédale habituelle, c'est quand ça fait un bruit, c'est tout. C'est une patinette à moteur. La seule différence Lorsqu'elle est avec chaude, l'habituelle, c'est que ça avec fait un un bruit. petit moteur de temps, ça y est, ça y est. Ça marche, Philippe, ça marche. Et moteur de temps, 22 cm3. Elle peut aller jusqu'à 25 km à l'heure. Elle est en vente chez Marina de Bourbon, 112 rue de Courcelles. Attention. Vous imaginez dans les embouteillages là-dedans? Ah, maman. Pardon, bougez pas. Ah. Voilà. Eh, c'est bon, elle est vachement bien comme ça. Et en plus, elle a d'excellents freins. Regardez les freins qu'il y a. Hop. Enfin, c'est... Vous avez vu comme c'est dangereux, hein? Voilà. Non, mais vous s'appelle avez vu, Moped. c'est dangereux, ça continue à tourner. Non, il y a une petite sécurité. Lorsqu'on n'est plus dessus, ça s'arrête. Ça va jusqu'à 25 km à l'heure. Je m'en sers très très mal. Non, mais Sur vous- un plateau de eh. télévision, c'est pas évident. Et ça va vraiment être autorisé. Alors on peut l'acheter, mais est-ce qu'on a le droit de sortir sur la route avec ça? Non. Il n'y a pas de phare, il faut un casque. Elle n'est pas encore tout à fait homologuée. Juste Je vous la- dans les vélodromes. Oui. Non, mais imaginez qu'elle sera homologuée entre les embouteillages. Oui. On est fiers, altiers, en jupe, en costume Chanel, aucun problème. Marina de Bourbon, 112 rue de Courcelles. Goped. Non, attendez. Vous savez quand même quel est le problème, puisque vous êtes un fidèle de nulle part ailleurs. Oui. hein. Oui. Vous savez quand même que... Vous n'êtes qu'avocat, pas docteur, non? Écoutez, il demande... docteur en droit, vous voulez dire? Non, docteur tout court. Ah, vous parce voulez que choisir également vous auriez pu docteur? m'expliquer l'obsession de Bonaldi qui court après les patinettes à moteur depuis plus d'1 an. Ah bon. Ah oui, ça, on a vu tous les modèles de patinettes à moteur. Ça n'a jamais vraiment tout à fait marché. Mais là, il est content parce que celle-là, elle est enfin en vente. Elle est enfin en vente. Bah, l'étonnant serait que les patinettes à moteur courent après Bonaldi. Allez, J'ai ça à passons. vous montrer. Regardez ces lunettes. C'est Jean-Claude Killy qui vient de mettre ça au point. C'est formidable. Parce que, et d'une, ça, c'est les lunettes qui tiennent. Vous voyez le petit embout là, ici, en silicone, analergique. Je peux le mettre à la forme de mes oreilles. J'ai plus besoin, quand je fais du deltaplane, de la patinette à moteur, de mettre des petites ficelles parce que ça tient. Là, ça marche. Ensuite, j'ai un choc ici, aucun problème. Là également, vous avez vu? Pouf, pouf. Ça marche dans tous les sens. Là, petite barre anti-choc. Et enfin, le nec plus ultra, c'est ça. Hop, sur ressort. Ça Vous permet avez de vu se remonter le nez. Mais non, ça permet, quand il y a des trépidations, comme ça, et ben ça tient. Parce que moi, je le mets exactement à la forme de mon nez, de mes oreilles, et pouf, 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 vous avez vu? Quels sont les moments de votre vie où vous avez des trépidations de ce genre-là? C'est pas la vie que vous menez, mais enfin... Je ne sais pas. Oui. Enfin, quand même, la barre frontale anti-choc, le nez amortisseur, l'embout silicone malléable et analergique, Et je la, peux écarter les la manches signature de Jean-Claude Killy, Killy. ça vous fait chez tous les bons lunetiers entre 1600 et 1800 francs. Rigoureusement indispensable. Et le monocle, c'est combien? C'est un... Non, Bon, c'est moins cher. Georges, vous rigolez, mais j'imagine que vous auriez été content d'avoir des lunettes comme ça quand vous alliez dans le Grand Nord. Ah oui, sûrement. Elles étaient quand même moins perfectionnées qu'aujourd'hui. Oui. hein. Ah oui, On sûrement, a fait de ouais. sacrés progrès, ne serait-ce qu'à cause du ski. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Un superbe appareil photo, il est très très cher. Ça s'appelle EOS 10, il coûte 7000 francs. Mais l'intéressant, c'est qu'il y a un petit crayon code barre, que j'ai déjà perdu, qui raconte un petit peu comme... Regardez, un petit bouquin, vous voulez faire cette photo-là, ou bien cette photo-là, ou bien cette photo-là, ou bien cette photo-là, ou bien cette photo-là. Vous avez le choix entre une quarantaine de photos différentes. Vous prenez votre petit stylo code barre, pout, Oui. vous mettez votre petit stylo ici, pout, et ça vous programme automatiquement. Il fait tout. C'est-à-dire, c'est le crayon code barre Le crayon optique qui lit ici le code barre, qui transmet ensuite à l'appareil le type de photo que vous voulez prendre. Si vous n'êtes pas très doué, eh ben vous servez de ça. Le seul problème, c'est que, contrairement à vous, il ne faut pas perdre le crayon code barre. Oui. Non, mais le cherchez pas, on vous connaît. C'est vrai, je l'ai perdu. Bon. Oui. Non, mais il a le flash 100% automatique. Il a la mesure de la lumière sur 8 zones différentes de l'image. Le programme anti-bouge, par exemple. Je suis sur ma machine. Brrr, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ben, il y a un petit programme à l'intérieur qui dit « Oh, ça bouge !» Et il règle la vitesse en fonction de « Oh, ça bouge !» C'est quand même extrêmement pratique. 5 images par seconde et puis un petit truc extra. Vous connaissez le système autofocus? Oui. Autofocus, c'est je suis l'appareil photo, pof, je vous prends en photo, je calcule que vous êtes à cette distance. Avec le point central aussi. Avec le point central. Lui, eh ben, regardez ce qu'il fait. Regardez à l'intérieur. Vous voyez le système? Nous, Il y a trois pendant petits ce points. temps-là, on est Non. Philippe, rassurez-vous, est-ce qu'on peut mettre ce que voit actuellement Georges millions de Depaul? téléspectateurs. Je vois trois Vous voyez, points, oui. là, je suis réglé, moi. Oui. Mais peux si par appuyer exemple je veux prendre une photo d'un sportif à 5 images secondes qui soit là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien vous programmez le petit machin pour qu'il soit dans ce carré-là. Et si bien oui. que lorsque je vais bouger dans tous les sens comme ceci, regardez, je vais courir vers vous, hop,
Vous pouvez me comme Vous ça. pouvez me revenir, décadrer. vous n'êtes plus dans la photo. Il suffit de me prendre dans ce collimateur, je cours vers vous, Non. tac, 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 hop, et voilà, et vous avez toujours. Et l'appareil, il le prend toujours. L'appareil le prend toujours. Avec la bonne lumière, la bonne distance. Avec la bonne lumière, la bonne distance. EOS C'est un 10. autofocus, vous le choisissez, soit dans cette barre-là. EOS 10. Barre-là. EOS 10. C'est quelle marque, vous ne l'avez pas dit? Canon. 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 C'est Canon. Vous faites des photos? Beaucoup, oui. C'est vrai? Oui. Dans toutes vos explorations, vous faisiez de la photo en oui, même temps? et du film. Ah bon, ça servira des photos tout à l'heure. Et du film aussi? Ah oui. Mais à l'époque, c'était du Pour la film, télé, hein, c'était pas de la vidéo. du 16 mm. Et vous filmiez vous-même? Sur l'île déserte, je me filmais moi-même et mon chien. ouais. C'est pas commode, hein, le 16. Je hein. mettais sur un pied, dans l'île, je mettais sur un pied un déclencheur automatique et j'allais vite me mettre devant l'objectif. C'était un peu cabot, mais comme j'étais tout seul, il fallait bien. Bah non, vous étiez deux, il y avait l'autre chien. 2 cabots. Oui, deux. Goûtez-moi ça, c'est nouveau, ça va sortir. C'est la Volvic. Ce qui me fait peur, c'est qu'il invite toujours l'invité à boire les trucs qu'il Il va ramène. boire le premier. Mais non, non, C'est j'ai vraiment le ouvert cobaye. devant. C'est le très, très bon. cobaye. Regardez. Je vais goûter c'est- avant de dire à Georges s'il Oui. peut essayer. C'est sans sucre, sans bulle, sans colorant, Et sans sans goût. conservateur, totalement transparente. C'est nouveau, ça s'appelle Volvic. Il y a le choix entre citron vert et orange. C'est bon. Et quel intérêt ça présente? C'est pour ceux qui n'aiment pas Bah, l'eau. c'est une eau légèrement parfumée. Non, c'est pour ceux qui n'aiment pas l'eau. Ou ceux qui n'aiment pas les bulles. Ça Pour ceux qui ressemble un aiment- petit peu au produit qu'on met dans les toilettes, vous savez, c'est bon. Oh, vous êtes dur avec... Bon, alors je vais peut-être vous convaincre avec ça. C'est bon Regardez, c'est un miel qui s'appelle... Ouais, moi, j'adore Roche l'eau, Orange. alors. C'est un miel parfumé. 99,99% de miel. Le reste, le 0,01%, c'est de l'arôme. Ça vous fait un miel soit orange, soit citron. Un miel légèrement parfumé. C'est sympathique. bien, oui, c'est Voilà. Et si vous êtes musulman, je ne saurais trop vous conseiller le miel du ramadan. Voilà, c'était le retour à l'actualité. C'est du miel spécial Ramadan, c'est vrai? Miel spécial ramadan. On est en plein ramadan, là. Oui, ça a commencé hier, pour la première fois d'ailleurs, dans tous les pays musulmans du monde, pour la première fois, tous les pays vont mettre le ramadan le même jour. Ça, c'est un miel qui a été fait par la compagnie apicole. Ils ont demandé des conseils à tous les musulmans possibles et imaginables sur la couleur, le goût, pour mettre dans les pâtisseries. C'est pas un miel cachère, comme diraient les juifs. Non, non, c'est un miel spécial pour ramadan, qui va peut-être bien plaire et tout. Oui, je rappelle que le miel n'est pas obligatoire pendant le ramadan, mais ça peut servir. Non, mais quand on C'est fait pas les obligatoire. pâtisseries, après, le coucher du soleil, c'est quand même très pratique Merci à vous, d'avoir- Bonaldi. La Elle est Volvic, bonne, quand même, ma- pour préciser, la Volvic, hein, c'est effectivement tout à fait nouveau. C'est donc parfumé, sans sucre, sans gaz. Sans sucre, sans bulle, sans colorant, sans Il y a conservateur. quand même de l'eau dedans, c'est l'essentiel. Merci, Bonaldi. Merci. Vous êtes vraiment Non, quelqu'un vous- Non, j'ai eu d'indispensable. le citron vert, moi, mais Un petit whisky peut-être l'orange est meilleur. On parle de M. Decaune dans un instant. Oui. Georges. Voilà, c'est à ne pas confondre avec Decaune Antoine, qui n'est que le fils quand même, et qui a commis, vous permettez que je vous appelle Raymond, avec Albert Algou. Ça s'appelle Ma part des choses, Mémoire pudique, et c'est signé Georges Decaune. Alors, le plus étonnant, pourquoi Mémoire pudique? Et dans ce cas-là, pourquoi avoir fait des mémoires? L'éditeur a ajouté Mémoire pudique parce que le manuscrit que j'ai apporté était un manuscrit de journaliste de télévision qui ne se mouille pas quand on donne des informations fusent sur soi. On reste un peu extérieur. On ne vend pas la couleur, enfin on reste une neutralité nécessaire. Et il a trouvé que je ne m'engageais pas assez dans ce livre, il m'a demandé, il a accepté mon manuscrit, en quoi je lui suis très reconnaissant, Jean-Claude Simoin, le Pré au clair. Oui. Sur le Pré au clair, oui. Donc c'est une confiance, enfin une marque d'estime déjà de prendre le manuscrit. Alors j'ai retenu son objection et j'ai rajouté des choses me concernant. D'accord, mais ce qui est étonnant avec votre vie, tout ce que vous aviez fait, qui est, quand on voit que beaucoup de journalistes de télévision ont déjà raconté leur vie, alors qu'ils n'avaient que 5 ou 6 ans de métier et qu'ils n'avaient généralement fait qu'une seule chose, tout ce que vous aviez fait, vous auriez pu raconter plus tôt. Enfin ça, ce petit reproche passé. Dis donc, le Caousou, c'est un truc qui vous a terrorisé et marqué pour la vie, c'était quoi le Caousou? Les jésuites. Les jésuites, où on envoie dans la gueule du Moloch, pour reprendre l'expression que j'emploie dans le livre, des enfants sans expérience. Mais ça existe encore? Que l'on arrache à leur famille. Mais tous les collèges sont comme ça. Mais c'est où le Caousou? À Toulouse. C'est le collège de jésuites où vous avez été mis à Oui, l'école, quoi. oui. Et c'est ça qui a fait de vous, pas vraiment le rebelle, Si. mais ce frondeur Si. systématique. Parce qu'on m'interdisait tout. Par exemple, je ne conteste pas ce que l'on m'a appris, mais j'aurais voulu qu'on m'apprenne le contraire de ce que l'on m'apprenait, c'est-à-dire les religions des autres, par exemple. Je ne veux pas... la religion catholique est la religion dominante et ma religion, mais... Il faut me dire qu'il y a eu une réforme, il faut m'expliquer que les musulmans ont un autre Dieu, que les juifs ont une autre religion. Si on ne m'explique pas, je refuse d'admettre. Je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose, je veux qu'on me propose quelque chose. C'est drôle, alors ensuite que vous ayez fait du droit.
J'ai fait le droit parce que mon père est mort quand j'ai passé mon deuxième bac en 1936. Je dis ça parce que mon deuxième fils est là et qu'il n'a pas encore passé le premier, donc ça le stimule un petit peu, je rappelle ce petit souvenir. Mais mon père est mort, donc j'avais des projets avec lui. J'ai fait le droit parce que c'était ou la Légion étrangère ou le droit. Alors ma mère a préféré le droit. Mais... Oui, ça je comprends un peu, oui. Surtout que la Légion à l'époque, c'était dur. Oui. Puis j'étais trop jeune en plus. Alors j'ai demandé simplement à ma mère d'être indépendant, de gagner ma vie. C'est pourquoi je suis entré à l'asile d'aliénés de Braqueville, à Toulouse, pour gagner ma vie. J'étais là du matin au soir. Accessoirement, je faisais le droit. Je passais mes examens, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai eu ma licence en 1939. Vous auriez pu choisir autre chose que l'asile d'aliénés. Non, mais pourquoi pas? L'asile d'aliénés, mais pourquoi l'asile d'aliénés plutôt qu'autre chose? Parce que ça s'est trouvé comme ça. Je jouais au rugby. L'économe, c'était François Borde, un grand joueur de rugby de l'époque, m'a dit: Georges, j'ai une petite place pour toi. Et on m'a mis dans l'asile d'aliénés avec une blouse blanche. J'étais au milieu de fous gentils, parce qu'il y a des fous pénibles, comme dans la vie courante, quoi. Il y a des fous gentils, et moi je fréquente les fous gentils. Et il me voyait arriver avec mon chien. J'avais déjà un chien qui s'appelait La Cloche. Il me voyait arriver avec mon chien tous les matins. Mon chien se cachait sous le bureau, il n'avait pas le droit de se montrer. Et quand il me voyait entrer, mon voisin, Chouraki, fou gentil, mettait son doigt là et il disait: De Caunes, il est fou. Il n'a peut-être pas tort. Pas tort. Oui, c'est une question de relativité, quoi. Oui, oui. La guerre a dû aussi vous marquer un peu quand même, parce que vous l'avez... Pas un peu, beaucoup, absolument. Et je dis que sorti de la guerre, je suis l'homme que je suis devenu, c'est la guerre qui l'a fait. C'est ça qui vous a amené au métier de journaliste? C'est ça qui m'a amené au métier. Quand je suis sorti de la guerre, j'ai dit: rien ne peut m'arriver de plus dramatique que la guerre. Je n'ai plus rien pris au sérieux après la guerre. Je ne rentrerai pas dans les détails ensuite, vous le lirez dans ma part des choses, mais c'est vrai que Georges de Caunes, il s'est quand même retrouvé à la radio dès 1944 et à la télé dès le premier jour. Mais il n'y avait pas de volontaire à l'époque. En 1949, personne ne voulait y aller. Personne ne voulait y aller, c'était l'exil, c'était la clandestinité. C'était la clandestinité parce qu'il faut rappeler à tous ceux qui croient que ça a toujours existé, il n'y avait pas de spectateurs. Il n'y avait pas de téléspectateurs, c'était la grande époque. Oui. On faisait des programmes formidables à l'époque. Ah oui. Il n'y avait pas d'audimat. Il n'y avait pas le poids de l'opinion publique. Pour l'audimat, on disait: ceux qu'on vu hier soir, levez la main. Alors je commençais toujours mes interventions à la télévision en disant: Messieurs le directeur, parce qu'il y en a eu flopé, presque autant que maintenant, dès le début, et Monsieur le téléspectateur. Alors j'étais d'une grande cordialité avec lui parce que si par hasard ce pauvre homme était malade ou absent, on travaillait dans le vide. Alors le résultat, vous allez voir en quelques photos, le résultat ça a donné de la part de Georges, entre le caousou, l'armée et le fait qu'il était toujours aussi frondeur à la télé, et bien dès qu'il pouvait s'en aller, il partait. Alors j'ai choisi quelques photos, par exemple celle-là, vous allez me dire où c'était? Ça, c'était des vols sur le Groenland avec un avion de la SATI, avec un pilote qui s'appelait Louvry. Il y a Herto et Kirchner, Jackie Herto et Kirchner. Plan, là, et vous êtes en haut à droite. Moi, je suis en haut à droite, voilà. Un peu dégingandé, là. Et puis, nous parachutions sur le Groenland du matériel pour l'expédition polaire au centre du Groenland. C'est quasiment entre la radio et la télé, ça. Oui, et autour de nous, qu'on ne voit pas, il y avait des petites des Islandaises ravissantes. Oui. Ça, vous avez quand même fait pendant 3 ans les expéditions polaires avec Paul-Émile Victor. Oui. Hein. Alors, le sommet de vos aventures, c'est le jour où vous décidez de partir tout seul. On va voir une photo, et vous allez me confirmer que c'est bien là. Là, vous êtes tout seul. C'est le jour où on est venu me récupérer, là. Et là, vous aviez beaucoup souffert. Hein. Ah oui, j'avais perdu 20 kilos, j'avais vraiment une sale gueule, et j'étais complètement déshydraté, décalcifié. Au bout de mon rouleau, on ne serait pas venu me prendre. Je précise que je n'ai pas demandé qu'on vienne me prendre. Gilson et Lazareff ont décidé qu'il fallait absolument... C'était pour Radio France, hein, pour France Inter. Oui, c'est ça, France Inter. Oui. Et vous êtes resté tout seul sur cette île déserte? Oui, pendant 118 jours. La vraie raison? Pourquoi la vraie raison, c'est que c'était un vrai reportage de radio. Je pars de l'idée que je m'adresse en faisant de la radio à des solitaires. Je vois mon personnage de radio, c'est une femme, pas obligatoirement jeune et jolie, c'est peut-être une dame âgée, et je fais la radio pour elle, et elle est toute seule, puisqu'elle ouvre son poste de radio et qu'elle n'a pas de compagnie, personne ne lui parle que la radio, et quel est son problème, c'est sa solitude. Et mon idée, c'était d'aller vivre une solitude absurde dans une île déserte, d'abord pour la réconforter un petit peu, parce qu'elle serait obligée d'admettre que sa solitude, même dramatique, était moins pénible que la mienne, et en plus, c'était une façon de lui tenir compagnie d'une façon active. C'est le principe de la radio, vous avez tout à fait raison, hein, puisque la radio, c'est le dialogue entre celui qui parle et celui qui écoute, et non pas ceux qui écoutent. Celui qui écoute. Vous irez lire dans le livre pourquoi au bout de 114 jours, Georges a craqué. Mais vous avez vu le chien, regardez encore là. Là, vous allez reconnaître le chien tout petit, et à côté, tout petit, c'est Antoine. Antoine, c'est Antoine. Et le chien... Et cette passion des chiens... De tout temps. Il y avait des chiens chez mes parents, j'ai adoré mes chiens. Mon premier grand chagrin, c'était quand un chien est mort. Et puis, je trouve que c'est une amitié d'homme, le chien. Le chien est toujours disponible, le chien accepte toujours... Je me demande si vous ne pensez pas que les chiens sont mieux que les hommes.
Écoutez, à fréquenter ou à choisir, je préfère vivre avec un chien qu'avec un homme. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, votre rêve, c'est encore de retourner aux eaux de La Rochelle à la place des animaux dans la cage pour regarder les hommes qui passent. C'est un rêve qui va se réaliser. Bah, vous l'avez déjà fait une fois. Oui, je l'ai fait une fois, mais je n'avais ni radio ni télé. Cette fois-ci, ça va se réaliser. Et je retourne dans un zoo, d'abord parce que je me sens beaucoup de sympathie avec les animaux. Je trouve qu'ils sont très maltraités. Ils sont très bien traités dans le zoo de la Palmyre, là, à côté de Royan. Et on m'a donné une cage une fois, on va me donner une deuxième cage, un peu plus à l'écart pour que les gens... C'est combien la journée la location? Pour le... Vous avez un une projet place dans la cage, non, c'est pour Écoutez, vous? Non, pour Maryse-et-vous, je peux avoir un prix d'amis. Avec des rideaux, alors. Avec des rideaux, oui. D'accord. Tenez, quand même, pour vous ne croyez pas qu'il n'ait fait que ça, regardez, vous allez le voir en beau costume. Ah, ça, c'était le présentateur. Ça doit rappeler plein de souvenirs, quand même. Oui. Georges Decaune, présentateur de Télésoir. Ça, je vous ferai rien raconter là-dessus, alors. Et il était quand même encore capable de sortir le directeur des sports de temps en temps, aller voir sur le terrain. Là, c'était 6 jours. 6 jours, ça. 6 jours, oui. Oui. Le temps qu'il faut, comme vous disiez, adieu. Oui. Adieu pour faire le monde. Mais là, j'avais des antennes qui duraient 1 heure, 3 fois par jour. Hein. Il n'y a rien aux 6 jours. Ça tourne en rond. Et là, alors, ce sera la dernière, on restera là-dessus. Vous découvrirez, en lisant la vie de Georges Decaune, quand même, que bien avant Antoine qui a fait Pentimento, Georges Decaune avait déjà écrit Tahiti ou la joie de vivre. Oui. Et ensuite tourné avec Bernard Borderie, vous étiez la vedette. Ouais. Et 2 fois, vous êtes monté sur scène au théâtre. Oui. Je ne le dis pas trop fort parce que j'ai peur qu'Antoine se tire et décide d'aller faire du théâtre. Mais vous êtes quand même un personnage extravagant, au bon sens du mot extravagant. Oui, un journaliste qui parle de théâtre et qui n'a pas joué une pièce ne peut pas en parler en connaissance de cause. C'est très dangereux ce que vous venez de dire, parce que s'il faut être assassin pour pouvoir faire les faits divers... Oui, oui. Vous pensez que oui? Non, on peut être voleur, parce que... Oui. Vous avez été voleur, ou non? Ou on peut être, je ne sais pas, j'allais dire une énormité, mais je ne la dis pas, je la garde pour moi. Les arènes, dans un instant, ils vont se mettre en place tout de suite. Mais lisez donc, c'est au Pré-au-Clair. Hein. Merci à M. Simoen d'avoir réussi à convaincre Georges Decaune de bien vouloir raconter sa vie. Il y a quelques photos, il y a surtout la patte et l'humour de Georges Decaune. Le Pré-au-Clair, ma part des choses. Jamais réalisé sur ce sport, pas comme les autres, Les Archers de Neptune a été spécialement réalisé pour Canal+ et a obtenu en 89 la Palme d'Or au Festival mondial de l'image sous-marine d'Antibes. Les Archers de Neptune, un document signé Alain Trélu, samedi 31 à 15h50. Vainqueur à 7 reprises de la course Paris-Colmar, de la tête aux pieds, Roger Kemener est l'homme qui marche. Qualifié pour la Coupe du Monde 1990 en Italie et pour la plus grande joie de sa population, l'Égypte est aussi un pays plein de mystères et tout en couleurs. Gaston a 96 ans, Pascal 10 ans, le vieux trapéziste volant et le jeune perchiste. Un regard tendre, un clin d'œil sur une complicité. Magmax, le magazine multisport et multipassion de Didier Roustan. Lundi 2 à 22h25 à revivre samedi 7 à 17h sur Canal+. Les nuls à 8h20, mais tout de suite, votre invité. Alors, on va d'abord l'appeler. Vous pouvez l'applaudir car c'est une sacrée championne. Voici Isabelle Autissier. C'est presque aussi long que la traversée de l'Atlantique, non? Oui, pas loin, pas loin. Pourquoi est-ce que vous avez invité cette navigatrice, qui est l'égale des plus grands, hein? Parce que c'est elle, d'abord, et ensuite parce qu'elle habite La Rochelle. Et à La Rochelle, nous sommes solidaires les uns des autres, et nous connaissons Isabelle, nous savons ses qualités de marin, elle a fait beaucoup de compétitions, obtenu toujours des places remarquables, et elle cherche des sponsors. Alors les sponsors sont parisiens, il faut venir les chercher ici. Pour faire quelque chose qui est peu banal. Oui, le sponsor, c'est déjà peu banal, oui. Mais ce qu'elle veut faire, c'est encore moins banal. Elle veut participer au... C'est un Globe Challenge. C'est le BOC. C'est le BOC, voilà. Le BOC. C'est-à-dire le tour du monde en solitaire et jamais aucune femme de la fête. Voilà, c'est la course qu'a gagné Philippe Gentot 2 fois. C'est le BOC Challenge, la course autour du monde en solitaire. Vous nous racontez ça dans un instant. Merci Isabelle, tout de suite.
Voilà, eh bien, Isabelle Autissier, vous avez 3 minutes pour convaincre les sponsors. Alors, vous Voilà. partez quand? Donc j'y vais. Je pars le 15 septembre 90, donc pour le Box Challenge, qui est la course autour du monde en solitaire en 4 étapes. Donc à ne pas confondre avec celle qui vient d'arriver. Et vous croyez qu'une jolie femme comme vous peut conduire un bateau qui va faire combien? 18 mètres? 18 mètres, oui, mais est-ce que c'est vraiment gênant d'être jeune et jolie? Non, non. Combien ça pèse une voile, une grand voile? Ah bah bien sûr, c'est des gros bateaux, hein, mais heureusement maintenant on a quand même un petit peu de technique et de technologie pour mettre tout ça en œuvre. Hein. Enfin, j'ai vu Tabarly, moi, monter ses voiles, c'est un Bien boulot sûr, de forçat. mais faut s'entraîner, hein, c'est ce que je fais déjà. D'ailleurs, La Rochelle, c'est très bien parce qu'on peut aller y courir, y faire plein de choses pour s'entraîner. Mais vous n'êtes pas de La Rochelle? Je suis à La Rochelle maintenant, de cœur, je peux le dire. Ça fait 8 ans que j'habite à La Rochelle. Alors, Et c'est là que vous avez attrapé le virus? Oh non, 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 ça c'est chromosomique, ça j'y peux rien. Je sais qu'il faut que je fasse ça, ça fait 15 ans, 20 ans que je sais qu'il faut que je le fasse. Votre métier? Ah, j'ai un joli métier, je suis agronome spécialisée en halieutique. Et l'halieutique, c'est les choses de la mer. Oui, Donc, c'est ça se l'agriculture rejoint. de la mer, quoi. Voilà, exactement. Ah oui. Donc c'est la mer sur tous les tableaux. Oui. Et ça, c'est Alors, depuis longtemps. un bateau de 18 mètres, c'est quand même un énorme bateau. On ne se rend pas compte, mais tout seul sur un bateau comme ça, quand il faut courir d'un bout à l'autre du pont, Georges, hein? Toute seule, toute seule. Oui, toute seule. Faible Oui. femme. Ça va durer combien de temps? C'est une course qui au total dure 8 mois, puisque chaque étape fait entre 35 et 45 jours de mer, et puis qu'on s'arrête un petit peu, 15 jours, 3 semaines quand même, souffler un peu, qu'on part des États-Unis, on s'arrête en Afrique du Sud, on s'arrête en Australie, on s'arrête en Amérique du Sud. Donc, Qu'est-ce que vous avez c'est déjà assez fait long. comme course en solitaire? Alors, j'ai fait surtout des courses en solitaire. Je dois avoir trop sale caractère pour faire autre chose. J'ai fait une transat en solitaire sur des petits bateaux. J'étais 3e. Vous avez gagné la première étape. Voilà, j'ai gagné la première étape, merci. Devant tous les hommes. Et puis, j'ai fait 2 fois la course en solitaire du Figaro aussi, cette année, l'année dernière. Et qui est probablement l'école la plus difficile, parce que là, c'est une régate et on ne peut même pas dormir. Hein. Absolument. C'est en général des étapes de 3 jours sans dormir, donc c'est une bonne école. Il vous manque combien de sous? Alors, il manque un tout petit million pour boucler ce budget. C'est un budget de combien? C'est un budget de 3 millions sur l'ensemble, donc c'est un petit budget en fait. Hein, mais bon, je le fais parce que c'est un petit budget parce que je rachète un des bateaux qui va rentrer. Qui viennent faire le Globe Challenge. Quoi. Voilà, donc ça me permet donc de diminuer les coûts et il me faut rapidement maintenant. Donc, appel à sponsor. Eh ben, je crois qu'ils vous ont bien Un entendu. petit million Vous pour ne ça. trouverez pas une femme mieux placée que ça pour le faire. Le bateau, il a déjà fait le tour du monde, donc il a fait ses preuves lui aussi. Et 1 million pour la première femme à tenter l'aventure, et elle la réussira. La seule femme française dans la course, il faut l'aider, il faut qu'elle nous représente. Vous avez pas 1 an hein, pour faire ça, parce qu'il faut qu'elle ait son bateau et tout avant. Il faut vraiment le faire tout de suite. Vous nous écrivez, on fera suivre, c'est promis. Isabelle Autissier. Et on donnera des nouvelles, croyez-moi. Je sais que vous préférez Mozart à toutes les autres musiques, mais l'inuit, c'est une jolie langue. Ah, la langue esquimau. Esquimau. Inuit, ça veut dire l'homme. Il y a plusieurs façons de dire l'homme chez les Esquimaux parce que les dialogues ou la langue change selon les régions et selon les côtes quelquefois. Eh ben, il y a un groupe qui chante en France actuellement, qui va être une des vedettes du printemps de Bourges, qui s'appelle les Cashtins, et ce sont des montagnais, c'est-à-dire des Indiens du Canada. Oui. Dans un instant, les Cashtins. Dès que j'ai su que Béa avait réinventé le bifidus, j'ai plongé. Moins de cholestérol, plus de plaisir. 6e sens de Béa. 6e sens de Béa. 6e sens de Béa, c'est pour mon bien.
Și cuiceua Cucinantă Te coșănea Venez, venez. Ewasuwan, comment on dit? Ewasuwan. Alors ça, c'est quelle langue? C'est du montagnais c'est au nord de Québec. Montagnais, c'est quoi? C'est le mot indien? Non, c'est une tribu indienne. C'est ça, une nation indienne. Chez nous, on dit plus Innu que montagnais. Dans la langue... Innu, des Inuits, donc? Non, c'est pas du tout la même chose. Esquimau, pas mal. Oui. Et vous n'êtes pas Esquimau? Non. Vous êtes indien, vous? Oui. Indien Innu. Un sauvage. Indien Innu. Je suis pas sûr qu'il parle la langue. Georges, il parle... Non, parce que moi, je parle un petit peu, très peu. Oui. Pas avec des vrais, des gens du pays, c'est difficile, mais avec les Parisiens, je peux les épater. C'est bien, c'est bien. Je parle l'esquimau du Groenland un petit peu. C'est l'Inuit, comme ça. Je crois qu'il y en a Swak, ça veut dire grand dans la langue esquimau du coin. Non, c'est pas dans... C'est pas la même chose. Non, là, mais comment vous dites c'est pas? Swak, comment? C'est pas la même langue. Non, nous, c'est Innu, puis il y a aussi Inuit pour, dans le Grand Nord. Toujours le mot générique, c'est Inuk, Inuit, c'est les hommes. Hein. Mais vous parlez un bon français canadien. Mettons. Oui. Mettons. Est-ce que vous chantez « Boire un verre de bière, mon minou » ou « Boire un verre de bière, là, il trouve » Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, oui. Comment ça se chante, ça, allez-y? Prendre un verre de bière, mon minou, c'est... Prendre un verre de bière, là, il trouve. Ouais, c'est ça. Mais c'est français, ça? C'est français, c'est canadien. Ah oui? C'est canadien, ah oui. Oui? Oui. Oups, Vive le Canada. Vive le Canada, oui. Vive Cacheline. Ils seront au printemps de Bourges, entre autres. Mais maintenant qu'ils sont en France, il n'y a pas de raison qu'ils repartent. Les nuls. Galop, demandez des renforts à la porte. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa les roulettes des caméras. Ce travelling saisissant que vous êtes en train de voir était impossible au début de la télévision. On était obligé de porter la caméra, de courir et de la poser. C'était épuisant. Plus d'un machiniste y a laissé sa peau. J'en ai d'ailleurs une devant ma cheminée, elle est superbe. Et puis un jour... Bonsoir et bienvenue à Close Up avec ce soir notre invité qui nous fait le plaisir d'être là. Il s'agit de Glenn Strudon. Bonsoir Glenn pour son merveilleux livre que voici sur les statuettes en bois. C'est le résultat alors très beau, très fouillé de nombreuses années à étudier les statuettes de toutes les formes, de toutes les tailles, à condition que ce soit du bois, donc du bois d'ébène ou même du bouleau, même du sapin, mais vraiment à condition que ce soit du bois d'arbre. C'est ça, à condition que ça soit du bois, rien que du bois. D'accord, d'arbre. Alors, Glenn, à quand et pourquoi surtout remonte cette passion? Pour le bois. Pour les statuettes en bois? Oui.
Eh bien, c'est quand mon père a, pour la première fois, gravé cette petite statuette en bois devant moi. Ce serait très très intéressant si la caméra pouvait s'approcher. Et c'est là donc que ma passion a véritablement commencé. Oui. Glenn, pourrais-je voir cette statue? C'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est un petit bonhomme. Tout à fait, c'est un petit bonhomme en bois sculpté. En bois sculpté, vous voyez. Par qui donc par mon père. Par votre père. Il a dû être très très content. Aïe. Oula. Je crois que nous avons un petit incident technique. C'est une des roulettes. Vous voyez une des roulettes de la caméra qui a dû casser là? Oui. Regarde-moi ça, le matériel moderne. Tu te souviens combien de temps on avait gardé le vieux tournevis? Non. Ça, c'était de bons outils, ça. Oui. Je vois, ça, c'est des roulettes en châtaignier. Vous voyez, c'est le problème avec le châtaignier, parce que, vous voyez le nœud, là? Oui. Vous voyez le nœud? Oui. Bien, au niveau du nœud, paf, ça pète, et c'est cassé. Mais ça tombe bien, moi, je dois avoir un couteau sur moi. Je peux peut-être vous la réparer. Vraiment, si vous pouviez réparer, ça serait formidable, parce qu'on a un concert à Notre-Dame. Mon problème, c'est... Je peux vous la faire gothique, si vous voulez. Comme vous voulez. Je vais vous la faire gothique, alors. Comme vous voulez. Il s'emmerderait moins à mettre la caméra dans un caddie, hein. On voit que tu fais jamais les courses. Ça part dans tous les sens un caddie quand tu le pousses. C'est pas avec ça qu'ils feraient leur travelling. Travelling, pas travelling, travelling. Bon, mettons que le caddie soit pas la bonne solution, mais je suis sûr que tu mets la caméra dans un cabal, ça marche. Et tu les mets où les commissions? T'inquiète, je me comprends. Et voilà, les roulettes des caméras venaient d'être inventées et préservaient ainsi l'espèce menacée des machinistes. Leur peau est devenue de plus en plus rare et celle devant ma cheminée coûte aujourd'hui la peau du cul. Bonsoir. Je sais que c'est votre papa, mais quand même, il faut aller vite pour pas mettre les magnétoscopes en retard. Papa, je n'ai aucun doute sur mes origines, et pourtant, comme tu as eu pas mal d'enfants à l'occasion de tes différents mariages, il y a une photo qui me plonge dans la plus profonde perplexité. Regarde, date de l'époque de mon enfance. Je voudrais juste une explication très rapide. On l'a eu un peu avant toi. Un peu avant, ouais. Il avait déjà un peu d'avance. Bien jolie maman, Jacqueline. On a l'impression que tu as la même chienne depuis 30 ans. En fait, chaque fois que tu en perds une, tu reprends un chiot de la même race. Finalement, tu fais comme les patrons de chaîne avec les journalistes. Exactement. On enchaîne. Tu as déclaré que lorsque tu étais sur ton île dans les Marquises, tu avais appris à redécouvrir ton corps. Je te cite même, j'avais pour lui l'œil de Roger Perfit pour ses éphèbes. Comment se fait-il alors que tu ne sois pas devenu presbyte? Merde. Non, Carl. Demain, nous recevrons Étienne Chatiliez. Il est en couverture de première. Regardez bien cette couverture étonnante. Bah, regardez là. Voilà. On la voit. Étienne Chatiliez prépare la suite du long fleuve tranquille. Les premières photos du tournage sur les bords de la Vologne. Oh, bah oui, pas de problème. Il sera là demain, Chatiliez, pour Tati Daniel. Qu'est-ce que c'est que votre paquet? Alors, j'ai amené des cadeaux pour mes amis. C'est le musée de la presse, un ami qui s'appelle Christian Bailly, qui édite le journal du jour de votre naissance. Et vous avez amené pour nous tous? Oui, pour vous, pour... Ah bah vous êtes un amour. Le mien, c'est la dépêche. Ouais. Toi, tu vas trouver le tien, oui, je vais la date de naissance. On va trier tout ça, il n'y a pas de problème. Georges Decaune, c'est ma part des choses. C'est aux éditions Le Pré au Clair. Oui, votre question en finissant n'est plus un débord prêt. Papa, j'ai terminé mes devoirs. Je peux aller dormir chez Philippe, ses parents sont d'accord. À demain, Chatiliez.